Dans la cabine feutrée de première classe, l'arrogance d'un pilote met en péril la vie d'une femme noire en urgence médicale. Son mari, un chirurgien renommé, se bat contre le mépris et l'indifférence pour la sauver, révélant une vérité qui laisse l'équipage sans voix. Imaginez-vous à des milliers de mètres d'altitude, où chaque seconde compte, où le seul responsable de la sécurité de tous refuse d'agir. Voici l'histoire d'Antoine Laurent, chirurgien émérite et influenceur respecté, luttant désespérément pour sauver sa femme, Sophie Dubois, face à un équipage qui semble aveuglé par le préjugé. Ce qui s'ensuit ne change pas seulement leur vie, mais ébranle une industrie entière. Le bourdonnement régulier des moteurs de l'avion emplissait la cabine de première classe, mêlé au murmure discret des passagers qui s'installaient dans leurs sièges de cuir moelleux. Sophie Dubois, élégante dans sa robe en lin beige, ajusta sa ceinture de sécurité, son regard se perdant par le hublot où les nuages flottaient comme des rêves éthérés dans un ciel d'azur. À ses côtés, Antoine Laurent, son mari, feuilletait un magazine médical, ses lunettes cerclées d'or glissant légèrement sur son nez, alors qu'il annotait les marges avec une précision chirurgicale. Ce couple parisien, dont l'aura mêlait sophistication et assurance, attirait les regards, mais pas toujours bienveillant. Sophie, avec sa peau d'ébène et son port altier, sentait les œillades furtives, ses jugements muets qu'elle connaissait trop bien depuis son enfance dans le 18e arrondissement de Paris, où les différences se heurtaient parfois à des murs invisibles. En France, où l'élégance est une seconde nature, les préjugés s'habillent souvent de politesse, dissimulés derrière des sourires ou des phrases anodines, mais Sophie avait appris à les déceler. Une hôtesse, Élise, s'approcha, son uniforme bleu marine impeccablement repassé, son sourire éclatant mais un peu trop étudié, comme si elle l'avait répété devant un miroir avant de monter à bord. « Madame Dubois, puis-je vous offrir quelque chose avant le décollage ?» demanda-t-elle, sa voix mielleuse, presque chantante, mais avec une pointe d'artifice. Sophie répondit avec une courtoisie mesurée, son accent parisien raffiné résonnant doucement. « Non, merci, ça ira. » L'hôtesse hocha la tête, mais son regard glissa vers une collègue postée à quelques pas, près du rideau séparant la première classe de l'économie. Un échange de regards, rapide, presque imperceptible, mais Sophie le perçut comme une piqûre. Ce n'était pas la première fois qu'elle voyait ce genre de coup d'œil, cette subtile remise en question de sa place dans cette cabine luxueuse où le champagne coulait et où les plateaux repas étaient servis avec des couverts en argent. Elle soupira, un souffle discret, et se tourna vers Antoine, murmurant à voix basse. « Tu as vu ça ?» Sans lever les yeux de son magazine, où un article sur les stents coronariens captivait son attention, il répondit doucement, sa voix grave et posée. « Oui, Sophie, ignore-les. Nous sommes ici parce que nous le méritons. » Les mots d'Antoine, prononcés avec cette assurance tranquille qui le caractérisait, étaient apaisants, mais ils ne dissipaient pas entièrement le malaise qui s'installait en elle, comme une ombre légère mais persistante. Autour d'eux, les murmures feutrés des autres passagers continuaient, ponctués de regards en coin qui s'attardaient juste assez pour être remarqués. Un homme d'affaires en costume gris, quelques rangées devant, ajusta ses lunettes avant de jeter un coup d'œil furtif par-dessus son journal. Une femme élégante, drapée dans un foulard Hermès, murmura quelque chose à son compagnon, et leurs yeux glissèrent brièvement vers Sophie avant de se détourner. Rien n'était dit, rien n'était explicite, mais l'air semblait chargé d'une tension subtile, comme si leur présence dérangeait un ordre implicite. Puis, la voix du commandant de bord, Pierre Lefebvre, retentit dans l'intercom, autoritaire et légèrement condescendante, brisant le brouhaha discret de la cabine. « Mesdames et messieurs, ici votre commandant Pierre Lefebvre. Bienvenue à bord du vol 127 pour Londres. Nous prévoyons un vol paisible, avec des cieux clairs et un atterrissage dans les temps. Installez-vous, détendez-vous et profitez du voyage. » Son ton, bien que professionnel, portait une pointe d'arrogance, une assurance presque excessive, comme s'il s'adressait à une audience qu'il jugeait inférieure. Sophie échangea un regard avec Antoine, qui fronça légèrement les sourcils, captant quelque chose de désagréable dans la voix, un sous-texte qu'il n'aimait pas. Puis, Lefebvre ajouta, d'un ton plus appuyé, comme s'il voulait souligner chaque mot.
Je vous rappelle de respecter l'espace et le confort des autres passagers en première classe. » Les mots flottaient dans l'air, comme une accusation voilée, une admonestation déguisée en conseil. Sophie se raidit, ses doigts serrant l'accoudoir de son siège, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant légèrement dans le cuir. Ce n'était pas explicite, mais l'intention était claire, une remise en question de leur présence dans cette cabine, un rappel implicite que certains, peut-être, ne s'y trouvaient pas à leur place. Antoine posa une main sur la sienne, son toucher chaud et rassurant, et murmura « Ne le laisse pas t'atteindre, nous sommes ici pour une raison, Sophie. » Mais le malaise s'installait, insidieux, comme un courant froid glissant sous une porte close. Elle hocha la tête, essayant de se concentrer sur le paysage nuageux visible par le hublot, mais les mots du commandant continuaient de résonner dans son esprit, amplifiés par les regards furtifs des autres passagers. 1 heure après le décollage, alors que l'avion avait atteint son altitude de croisière, Pierre Lefebvre sortit du cockpit, son uniforme impeccable orné de galons dorés qui brillaient sous les lumières tamisées de la cabine. Il parcourut l'allée centrale avec une démarche assurée, presque théâtrale, s'arrêtant brièvement pour saluer les passagers avec une politesse étudiée, un sourire figé aux lèvres. Lorsqu'il arriva à la rangée de Sophie et Antoine, son regard s'attarda, un éclat de surprise traversant ses yeux bleus avant de se fixer sur Antoine. Il n'y avait pas de chaleur dans son expression, seulement une froideur professionnelle, comme s'il évaluait un problème potentiel. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il, sa voix distante, presque mécanique. Antoine releva les yeux de son magazine, son regard calme mais perçant, et répondit « Oui, merci ». Lefebvre hocha la tête, un sourire pincé aux lèvres, à peine perceptible. « Parfait, nous maintenons un certain standard dans cette cabine », ajouta-t-il, le mot « standard » chargé d'une insistance déplaisante, comme une flèche soigneusement dissimulée dans un bouquet de fleurs. Sophie sentit sa gorge se nouer, une chaleur montant à ses joues. Les mots étaient polis, mais leur sens était clair, un rappel à peine voilé de leur différence. Elle murmura à Antoine, sa voix tremblant légèrement. « Il a vraiment dit ça ?» Il acquiesça, la mâchoire serrée, une lueur de colère contenue dans ses yeux noirs. « Oui, mais ça n'a pas d'importance. Nous sommes ici, Sophie, et nous y restons. » Pourtant, l'accumulation des regards, des sourires forcés et des sous-entendus commençait à peser sur elle, comme un manteau trop lourd. Même à des milliers de mètres d'altitude, dans ce cocon de luxe où tout semblait parfait, les préjugés trouvaient leur chemin, s'infiltrant dans les interstices de la civilité. Soudain, Sophie sentit une douleur sourde naître dans sa poitrine, une sensation diffuse qu'elle attribua d'abord à l'inconfort du voyage ou à la tension ambiante. Elle se tortilla dans son siège, ajustant sa position, espérant que cela passerait. Mais la douleur s'intensifia, comme une vague lente mais inexorable, s'étendant de sa poitrine à son bras gauche. Son souffle se fit plus court, une légère panique s'installant alors qu'elle essayait de respirer profondément. Elle jeta un coup d'œil à Antoine, qui, toujours attentif, remarqua son malaise sans même lever les yeux de son magazine. « Sophie ?» demanda-t-il, posant son stylo, sa voix empreinte d'une inquiétude immédiate. Elle força un sourire, ne voulant pas l'alarmer. « Ce n'est rien, juste un peu d'inconfort. La pression peut-être. » Mais Antoine n'était pas convaincu. Il posa une main sur son poignet, ses doigts cherchant son pouls, avec une précision instinctive, son regard perçant, analysant chaque détail de son expression. « Où as-tu mal ?» demanda-t-il, sa voix passant en mode médecin, un ton qu'elle connaissait bien après des années à le voir sauver des vies à l'hôpital Saint-Louis. « Ma poitrine », avoua-t-elle à contre-cœur, sa voix tremblante. « C'est oppressant, mais ça va passer. » Antoine fronça les sourcils, son esprit déjà en train d'analyser les possibilités, éliminant les causes bénignes pour se concentrer sur les plus graves. « On va surveiller ça, » dit-il, son ton ferme mais rassurant, comme s'il parlait à une patiente dans son bloc opératoire. « Dis-moi si ça empire. » Sophie hocha la tête, mais la douleur ne s'atténuait pas. Au contraire, elle devenait plus lourde, plus aiguë, irradiant maintenant vers son bras gauche avec une intensité qui lui coupait le souffle. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle serrait l'accoudoir, essayant de cacher son angoisse grandissante. À quelques rangées de là, Claire,
Une ancienne infirmière à la retraite remarqua la tension croissante dans les gestes de Sophie. Ses cheveux gris impeccablement coiffés et son regard vif trahissaient une vie passée à soigner les autres, une vigilance qui ne s'éteignait jamais complètement. Elle échangea un regard avec Julien, un jeune journaliste assis à côté d'elle, qui tapotait nerveusement sur son téléphone, ses écouteurs pendant autour de son cou. « Quelque chose ne va pas », murmura Claire, ses yeux plissés observant Sophie. Julien hocha la tête, son instinct de reporter en alerte. « Ça sent l'histoire », répondit-il à voix basse, son regard glissant vers le couple. Claire fronça les sourcils, son ton plus sérieux. « Ce n'est pas une histoire, c'est une urgence. » 15 minutes plus tard, la douleur de Sophie devint insupportable, une pression écrasante sur sa poitrine, comme si un poids invisible l'empêchait de respirer. Son souffle se bloqua, ses mains tremblaient maintenant de manière visible. « Antoine » murmura-t-elle, sa voix tremblante, presque inaudible. « C'est pire. » Il posa immédiatement son magazine, son visage devenant grave, ses yeux scrutant les siens avec une intensité clinique. « Décris-moi ça », dit-il, sa voix calme mais urgente, comme s'il se préparait à une intervention chirurgicale. « C'est lourd, oppressant, et ça va dans mon bras gauche, » répondit-elle, luttant pour trouver les mots à travers la douleur. Le visage d'Antoine s'assombrit, une lueur d'inquiétude traversant ses yeux alors qu'il posait à nouveau ses doigts sur son poignet, vérifiant son pouls. « Sophie, tu as besoin d'oxygène maintenant, » dit-il, son ton passant de celui d'un mari inquiet à celui d'un chirurgien expérimenté, un homme habitué à prendre des décisions de vie ou de mort en quelques secondes. Il appuya sur le bouton d'appel, son geste brusque attirant l'attention des passagers voisins. Élise, l'hôtesse, apparut rapidement, son sourire professionnel vacillant légèrement lorsqu'elle vit l'expression d'Antoine. « Monsieur Laurent, que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-elle, sa voix hésitante. « Ma femme a une douleur thoracique sévère et des difficultés à respirer, » répondit-il, ses mots tranchants, précis. « Elle a besoin d'oxygène immédiatement. » Élise cligna des yeux, comme si elle avait du mal à assimiler l'urgence de la situation. « Je dois en parler au commandant, » bafouilla-t-elle, son regard fuyant celui d'Antoine. Il serra les dents, sa voix devenant plus dure. « Il n'y a pas de temps pour ça. C'est peut-être un infarctus. Faites vite. » Élise pâlit, hochant la tête avant de s'éloigner précipitamment vers l'arrière de la cabine. Antoine se tourna vers Sophie, dont le visage était maintenant pâle, des gouttes de sueur perlant sur son front. Il prit sa main, ses doigts chauds enveloppant les siens, froids et tremblants. « Reste avec moi, Sophie », murmura-t-il, sa voix tremblant légèrement pour la première fois, une fissure dans son calme habituel. « Je suis là, je ne te lâche pas. » Autour d'eux, la cabine semblait rétrécir, le luxe feutré s'effaçant face à la gravité de la situation. Les murmures des passagers s'intensifiaient, certains semblant agacés par l'agitation, d'autres inquiets, leurs regards oscillant entre curiosité et malaise. Claire, toujours attentive, se leva de son siège, ignorant les protestations discrètes de Julien qui murmura « Tu vas vraiment t'en mêler ?» Elle lui lança un regard sévère. « Cette femme a besoin d'aide, reste ici si tu veux. » Elle s'approcha de la rangée d'Antoine et Sophie, son ton calme mais autoritaire. « Je suis infirmière à la retraite. Puis-je aider ?» Antoine la regarda, reconnaissant immédiatement la compétence dans son regard. « Merci, » dit-il, sa voix ferme. « Restez près d'elle, surveillez son pouls. » Claire hocha la tête, s'installant à côté de Sophie, ses doigts cherchant son pouls avec une précision acquise au fil des décennies. Julien, resté à son siège, commença à filmer discrètement avec son téléphone, captant l'échange tendu entre Antoine et l'hôtesse, qui revenait maintenant avec un petit kit médical, qu'elle posa sur la tablette avec un sourire nerveux. Antoine ouvrit le kit, son expression s'assombrissant immédiatement. « Ce n'est pas suffisant, » marmonna-t-il, ses mains fouillant le contenu. Un tensiomètre, quelques bandages, un flacon d'aspirine, mais rien d'adéquat pour une urgence cardiaque. « Où est l'oxygène ?» demanda-t-il, sa voix tranchante, ses yeux fixant Élise. Elle bafouilla. « Je vais vérifier. »
Antoine secoua la tête, sa frustration palpable. Vérifiez vite. Chaque seconde compte. Claire, à ses côtés, murmura. Son pouls est irrégulier. Il faut agir maintenant. Antoine hocha la tête, ses mains travaillant rapidement pour administrer une aspirine à Sophie, espérant que cela réduirait le risque de caillot. Sophie, les yeux mi-clos, murmura faiblement. « Antoine, j'ai peur. » Il serra sa main, son cœur se brisant, mais il força sa voix à rester stable. « Je suis là, Sophie. Tu es plus forte que ça. Tiens bon. » Les passagers, maintenant pleinement conscients de la situation, échangeaient des murmures plus audibles. « Il devrait faire quelque chose, » murmura une femme à son voisin, son ton empreint d'inquiétude. « C'est scandaleux, » répondit-il, secouant la tête. Un homme plus loin, un costume froissé et un verre de whisky à la main, grogna. « Ils ne peuvent pas gérer ça discrètement ?» Mais son commentaire fut ignoré, noyé dans l'atmosphère pesante. Julien, toujours en train de filmer, zooma sur le visage de Sophie, pâle et en sueur, puis sur Antoine, dont le calme apparent contrastait avec la tension dans ses épaules. La voix de Pierre Lefebvre retentit à nouveau dans l'intercom, froide et détachée. « Mesdames et messieurs, nous gérons une situation médicale mineure. Veuillez rester assis et permettre à notre équipage de travailler. » Antoine sentit une vague de colère l'envahir, ses poings se serrant. « Mineur ?» murmura-t-il, incrédule, alors qu'il ajustait la position de Sophie, essayant de la maintenir confortable. Claire, à ses côtés, secoua la tête, ses lèvres pincées. « Ils ne comprennent pas la gravité, » murmura-t-elle. Julien, captant chaque mot, murmura à lui-même. « Ça va faire du bruit. » La cabine, autrefois un havre de luxe, était maintenant un théâtre de tension, où chaque regard, chaque mot semblait amplifier l'urgence. Antoine, penché sur Sophie, murmura « Tiens bon, mon amour, on va s'en sortir. » Mais au fond de lui, une peur froide s'installait, une peur qu'il n'avait jamais ressentie dans un bloc opératoire. Ici, il n'avait ni scalpel ni équipe, il n'avait que son savoir, sa détermination, et l'amour qu'il portait à la femme qui luttait pour chaque souffle à ses côtés. La cabine de première classe, autrefois un cocon de luxe feutré, vibrait d'une tension palpable, comme si l'air lui-même s'était chargé d'électricité. Le bourdonnement des moteurs semblait amplifié par le silence oppressant des passagers, dont les regards oscillaient entre curiosité, inquiétude et agacement. Sophie Dubois, allongée dans son siège, luttait pour chaque respiration, son visage pâle luisant de sueur, ses doigts crispés sur l'accoudoir. À ses côtés, Antoine Laurent, chirurgien en chef à l'hôpital Saint-Louis, maintenait un calme apparent, mais ses mains, habituées à la précision des blocs opératoires, tremblaient légèrement alors qu'il ajustait le masque à oxygène de fortune sur le visage de sa femme. La voix du commandant Pierre Lefebvre avait résonné quelques minutes plus tôt dans l'intercom, froide et détachée, qualifiant l'état de Sophie de « situation médicale mineure ». Ces mots, prononcés avec une indifférence qui tranchait comme une lame, avaient fait bouillir le sang d'Antoine. « Mineur ?» murmura-t-il, ses yeux noirs lançant un éclair de colère contenue. Il se pencha vers Sophie, dont les paupières papillonnaient faiblement, et murmura d'une voix douce mais ferme. « Reste avec moi, Sophie, je ne te lâche pas. » Claire, l'ancienne infirmière à la retraite qui s'était portée volontaire pour aider, surveillait le pouls de Sophie, ses doigts posés avec assurance sur son poignet. « Il est irrégulier et faible, » dit-elle à voix basse, son ton professionnel trahissant une inquiétude croissante. « Il faut plus d'oxygène, et vite. » Antoine hocha la tête, son esprit tournant à plein régime, analysant les options limitées que lui offrait le kit médical rudimentaire fourni par l'hôtesse Élise. Ce kit, un assemblage pathétique de bandages, d'aspirine et d'un tensiomètre basique, était une insulte à la gravité de la situation. « Ce n'est pas un rhume », marmonna-t-il, sa frustration montant alors qu'il fouillait à nouveau le contenu, espérant trouver quelque chose d'utile. À quelques rangées de là, Julien, le jeune journaliste, continuait de filmer discrètement avec son téléphone, capturant chaque détail,
le visage crispé d'Antoine, la pâleur alarmante de Sophie, les gestes précis mais tendus de Claire. « Ça va faire un scandale », murmura-t-il à lui-même, ses doigts tapotant nerveusement l'écran pour ajuster l'angle. Il savait que ce qu'il enregistrait n'était pas seulement une scène dramatique, mais une histoire qui pourrait secouer l'opinion publique. Claire, jetant un coup d'œil dans sa direction, fronça les sourcils. « Concentre-toi sur ce que tu fais, petit, » dit-elle, son ton sec mais sans méchanceté. « Cette femme a besoin de nous, pas de ton scoop. » Julien rougit légèrement mais ne rangea pas son téléphone, convaincu que rendre cette injustice visible était une forme d'aide. Les murmures dans la cabine s'intensifiaient, comme une vague montante. Certains passagers, agacés par l'agitation, échangèrent des regards exaspérés, tandis que d'autres, touchés par l'urgence, se penchaient pour mieux voir. Une femme élégante, portant un collier de perles, murmura à son compagnon. « Il devrait atterrir, non? C'est sérieux. » Son compagnon, un homme en costume froissé, haussa les épaules. « Ils savent ce qu'ils font, non? Ce n'est pas notre problème. » Mais ces mots manquaient de conviction, et son regard trahissait une gêne croissante. Soudain, une voix grave et autoritaire s'éleva depuis l'arrière de la cabine. « C'est inacceptable. » Monsieur Bernard, un homme d'affaires d'âge mûr, se leva de son siège, sa cravate en soie rouge contrastant avec son costume gris impeccable. Ses cheveux argentés et son port altier lui donnaient une présence imposante, comme s'il était habitué à commander des salles de réunion. « Cette femme est en danger de mort, et vous restez là à parler de protocole ?» lança-t-il, son regard perçant fixé sur Élise, qui se tenait maladroitement près du galet, son plateau de boisson oublié. Élise pâlit, ses mains serrant nerveusement son tablier. « Monsieur, je fais de mon mieux. Le commandant a été informé. » Bernard secoua la tête, ses lèvres pincées en une ligne sévère. « Votre commandant est un imbécile s'il pense qu'une vie humaine vaut moins qu'un horaire. » Ces mots, prononcés avec une clarté tranchante, firent taire les murmures autour de lui. Plusieurs passagers hochèrent de la tête, une vague de soutien naissant dans la cabine. Antoine, concentré sur Sophie, n'entendit qu'à moitié l'échange, mais il sentit la dynamique changer. Il ajusta le masque à oxygène, vérifiant le débit avec une précision maniaque. « Sophie, tiens bon », murmura-t-il, sa voix tremblant légèrement malgré ses efforts pour rester maître de lui. Ses années en salle d'opération lui avaient appris à garder son calme sous pression, mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas une patiente anonyme sur une table d'opération, c'était Sophie, sa partenaire, son amour, la femme qui avait partagé ses rires et ses silences pendant 15 ans. Chaque souffle laborieux qu'elle prenait était un coup porté à son cœur. Claire, à ses côtés, murmura « Elle lutte, mais elle s'affaiblit. Il nous faut un défibrillateur, au cas où. » Antoine acquiesça, son regard se tournant vers Élise, qui revenait avec un petit appareil portatif qu'elle posa sur la tablette avec une hésitation visible. « C'est tout ce que nous avons, » dit-elle, sa voix tremblante. Antoine ouvrit le boîtier, son expression s'assombrissant. « C'est à peine suffisant pour une crise mineure, » dit-il, ses doigts examinant l'appareil avec une rapidité experte. « Où est l'oxygène supplémentaire? Où est le matériel d'urgence digne de ce nom ?» Élise bafouilla, visiblement dépassée. « Je vais demander au commandant. » Antoine la foudroya du regard, sa voix tombant dans un calme dangereux. « Dites à votre commandant que s'il ne fait rien, il aura du sang sur les mains. » Élise s'éloigna précipitamment, ses talons claquant contre le sol de la cabine. Julien, toujours en train de filmer, zooma sur le visage d'Antoine, captant la tension dans ses mâchoires serrées, puis sur Sophie, dont les lèvres étaient maintenant légèrement cyanosées. « C'est grave, » murmura-t-il à Claire, qui hocha la tête sans répondre, concentrée sur la surveillance du pouls de Sophie. Bernard, toujours debout, s'adressa directement aux autres passagers, sa voix portant comme celle d'un orateur. « Mesdames et messieurs, une femme est en train de mourir sous nos yeux, et l'équipage refuse d'agir. Allez-vous rester assis et laisser cela arriver? » Sa question, posée avec une autorité naturelle, fit naître un murmure d'approbation. Une jeune femme, assise près du hublot, se leva à son tour. « Il a raison, »
lança-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Faites atterrir cet avion. Un autre passager, un homme d'une trentaine d'années, avec une barbe soigneusement taillée, ajouta « C'est une honte! Vous ne pouvez pas ignorer ça! » La cabine, jusqu'alors divisée entre indifférence et curiosité, commençait à se rallier, une vague de solidarité prenant forme. Antoine, ignorant le tumulte croissant, se concentra sur Sophie. Il avait administré l'aspirine, espérant ralentir la progression d'un éventuel caillot, mais il savait que ce n'était qu'un pansement sur une plaie béante. « Sophie, écoute-moi, murmura-t-il, sa voix douce mais urgente. Tu es une battante, tu l'as toujours été. Ne me lâche pas maintenant. » Ses yeux s'embuèrent, mais il les chassa d'un battement de paupières, refusant de céder à l'émotion. Claire, sentant son désespoir, posa une main sur son épaule. « Vous faites tout ce que vous pouvez, » dit-elle doucement. « Vous êtes sa meilleure chance. » Antoine hocha la tête, mais la peur, cet ennemi qu'il avait rarement affronté, s'insinuait dans son esprit. Il connaissait les signes, la pâleur, la sueur, la douleur irradiant dans le bras gauche. C'était un tableau classique d'infarctus du myocarde, et sans intervention rapide, les chances de Sophie diminuaient à chaque minute. Élise revint, son visage rouge d'embarras. « Le commandant dit que nous ne pouvons pas dévier le vol sauf en cas d'urgence absolue, » murmura-t-elle, évitant le regard d'Antoine. « Il surveille la situation depuis le cockpit. » Antoine releva la tête, ses yeux lançant des éclairs. « Surveiller la situation ?» répéta-t-il, sa voix basse mais tranchante comme un scalpel. « A-t-il un diplôme de médecine dont je ne suis pas au courant? Ma femme montre des signes clairs d'un infarctus. Chaque minute que vous perdez augmente le risque de dommages irréversibles, ou pire. » Élise recula d'un pas, visiblement secouée. « Je vais lui reparler, » bafouilla-t-elle avant de s'éloigner à nouveau. Julien, captant chaque mot, murmura. « Ce type va regretter ça. » Il ajusta son téléphone, s'assurant de capter le visage d'Élise marqué par la gêne et celui d'Antoine, où la colère et l'angoisse se mêlaient. Bernard, toujours debout, s'avança vers l'allée centrale, sa voix résonnant avec une autorité qui imposait le silence. « Écoutez-moi, » dit-il, s'adressant à la fois à l'équipage et aux passagers. « Cette femme a besoin d'un hôpital, pas de vos excuses. Si votre commandant ne fait rien, il devra répondre de ses actes devant un tribunal. » Ces mots, prononcés avec la gravité d'un homme habitué à négocier des contrats de plusieurs millions, firent frissonner la cabine. Plusieurs passagers hochèrent de la tête, et une femme d'âge moyen, portant un tailleur bleu marine, se leva à son tour. « Monsieur Bernard a raison, » dit-elle, sa voix ferme. « Faites atterrir cet avion, ou nous ferons entendre nos voix autrement. » Le soutien des passagers, d'abord timide, gagnait en force, comme une marée montante. Antoine, toujours penché sur Sophie, sentit une lueur d'espoir, mais il n'avait pas le luxe de s'y attarder. Sophie murmura faiblement « Antoine, je ne veux pas causer de problème. » Ces mots, prononcés avec difficulté, brisèrent quelque chose en lui. Même dans cet état, elle s'inquiétait de ne pas déranger, une habitude forgée par des années de micro-agressions et de jugements silencieux. « Tu ne causes aucun problème, » répondit-il, sa voix tremblante d'émotion contenue. « Tu te bats, et je me bats avec toi. » Il ajusta le masque à oxygène, vérifiant à nouveau son pouls, qui s'affaiblissait. Claire, à ses côtés, murmura « Elle s'accroche, mais elle est sur le fil. Il faut ce défibrillateur prêt. » Antoine acquiesça, ses mains préparant l'appareil avec une précision mécanique, bien que son cœur battait à tout rompre. Le cockpit s'ouvrit soudain, et Pierre Lefebvre apparut, son visage rouge de frustration, ses galons dorés scintillant sous les lumières. Il marcha d'un pas décidé vers la rangée d'Antoine, ses bras croisés, son regard dur. « Docteur Laurent, vous perturbez le vol, » dit-il, sa voix tranchante, comme s'il réprimandait un subordonné. « J'ai été clair. Nous gérons cette situation selon les protocoles. » Antoine se redressa lentement, sa haute silhouette imposante, son regard perçant rencontrant celui de Lefebvre sans ciller. « Mes protocoles sauvent des vies, » répondit-il, sa voix basse mais vibrante de colère. « Les vôtres mettent ma femme en danger. Je suis le docteur Antoine Laurent,
chirurgienne en chef, 20 ans d'expérience en cardiologie. Et vous, commandant, êtes hors de votre profondeur. » Les mots tombèrent comme un coup épais, et un silence lourd s'abattit sur la cabine. Les passagers, suspendus à l'échange, retinrent leur souffle. Julien, filmant toujours, zooma sur le visage de Lefebvre, captant le léger vacillement de son assurance. Bernard s'avança, sa voix grave coupant le silence. « Commandant, si cette femme meurt, votre nom sera dans tous les journaux, et pas pour les bonnes raisons. » Une femme dans la foule ajouta « Atterrissez cet avion !» suivi par un chœur de voix. « Oui, faites-le !» Lefebvre, acculé, regarda autour de lui, conscient des regards accusateurs des passagers. Son visage se durcit, mais une lueur d'incertitude passa dans ses yeux. « Je vais contacter l'aéroport le plus proche », marmonna-t-il enfin, sa voix à peine audible, avant de tourner les talons et de retourner dans le cockpit. Un murmure de soulagement parcourut la cabine, mais Antoine ne se détendit pas. Il se rassit, sa main serrant celle de Sophie, dont les yeux étaient maintenant fermés, sa respiration à peine perceptible. « On y est presque », murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion. « Tiens bon, mon amour. » Claire posa une main sur son épaule, un geste de soutien silencieux. Julien, rangeant son téléphone, murmura. « Cette vidéo va tout changer. » Les minutes s'étiraient, chaque seconde une torture. Lorsque l'avion commença enfin sa descente, un frisson d'espoir traversa Antoine, mais il savait que le combat n'était pas terminé. Sophie luttait toujours, et lui aussi. Les roues touchèrent le sol avec un choc sourd, et un tonnerre d'applaudissements éclata, non pas pour Lefebvre, mais pour Antoine, pour Sophie, pour la vie qu'il tentait de sauver. Alors que les lumières des véhicules d'urgence clignotaient à travers les hublots, Antoine murmura à Sophie. « On est là. Tu vas t'en sortir. Je te le promets. » Mais dans son cœur, une résolution froide prenait forme. Ce n'était pas seulement une lutte pour la vie de Sophie, mais un combat contre l'indifférence, et il n'avait pas l'intention de s'arrêter là. Dans la lumière tamisée de la chambre d'hôpital, les bips réguliers du moniteur cardiaque résonnaient comme une mélodie fragile, un rappel constant que Sophie Dubois était toujours là, luttant pour sa vie. Antoine Laurent, assis à son chevet, tenait sa main avec une douceur infinie, ses doigts entrelacés avec les siens, encore froids mais vivants. La pièce, stérile et impersonnelle, contrastait avec la chaleur de leur lien, un amour forgé par des années de joie partagée et de défis surmontés. Sophie, bien que pâle, semblait paisible sous l'effet des sédatifs, un stent récemment posé ayant stabilisé son cœur. Pourtant, pour Antoine, le soulagement était teinté d'une colère sourde, une détermination farouche à ne pas laisser l'indifférence du commandant Pierre Lefebvre et de la compagnie aérienne passer inaperçue. Les événements du vol 127, où Sophie avait frôlé la mort à cause d'un refus obstiné de dévier le vol, restaient gravés dans son esprit comme une blessure ouverte. Il murmura à Sophie, dont les paupières frémissaient légèrement, « Tu es une battante, mon amour. Tu l'as toujours été. » Ces mots, bien que doux, portaient une promesse implicite. Ce combat n'était pas terminé. Au-delà de cette chambre, une tempête médiatique se préparait, prête à secouer non seulement la compagnie aérienne, mais aussi les consciences d'une société où les préjugés, même voilés, pouvaient coûter des vies. Quelques jours plus tard, Antoine se tenait dans une salle de conférence de l'hôpital, les murs d'un blanc clinique contrastant avec la tension palpable dans l'air. Face à lui, M. Dupont, un représentant de la compagnie aérienne, arborait un costume gris impeccablement taillé, son sourire professionnel soigneusement calibré pour apaiser. À ses côtés, une avocate, Madame Clermont, feuilletait un dossier épais, ses lunettes à monture fine glissant légèrement sur son nez. La pièce, bien que moderne, semblait étouffante, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Antoine, droit dans son costume sombre, ses traits tirés par l'épuisement mais son regard brûlant de détermination, fixait Dupont sans ciller. « Docteur Laurent, » commença Dupont, sa voix mielleuse, presque trop polie.
Nous sommes profondément désolés pour le désagrément causé à vous et à votre épouse lors de votre récent vol. La compagnie prend ces incidents très au sérieux, et nous souhaitons vous assurer que... Antoine leva une main, coupant net le discours préparé. Ne me parlez pas de désagrément, dit-il, sa voix basse mais tranchante comme un scalpel. Ma femme a failli mourir parce que votre commandant a choisi un horaire plutôt qu'une vie. Ce n'est pas un incident, c'est une faute grave. Dupont cligna des yeux, visiblement déstabilisé, son sourire vacillant. Madame Clermont ajusta ses lunettes, s'apprêtant à intervenir, mais Antoine ne lui en laissa pas le temps. Vos protocoles, continua-t-il, son ton glacial, sont inadéquats. Votre commandant, Pierre Lefebvre, a ignoré des symptômes évidents d'un infarctus du myocarde, mettant en danger non seulement ma femme, mais la sécurité de tous les passagers à bord. Vous appelez cela du sérieux? Dupont déglutit, cherchant ses mots. Docteur Laurent, nous comprenons votre frustration, mais le commandant a agi selon les directives de la compagnie. Nous sommes prêts à discuter d'une compensation pour... Antoine l'interrompit à nouveau, sa voix montant d'un cran, bien que toujours contrôlée. Je ne veux pas de votre argent. Je veux du changement. Je veux m'assurer qu'aucun autre passager n'aura à vivre ce que nous avons enduré. Vos protocoles doivent être révisés, votre personnel formé à reconnaître une urgence médicale, et des sanctions doivent être prises contre ceux qui échouent à agir. Madame Clermont, sentant la tension monter, tenta une approche plus conciliante. Docteur, nous sommes ouverts à un dialogue constructif. Peut-être pourrions-nous organiser une réunion avec nos responsables pour... Mais Antoine secoua la tête, son regard perçant ne quittant pas Dupont. Ce n'est pas une négociation. C'est une exigence. Si vous ne prenez pas de mesures, je m'assurerai que cette histoire soit entendue, non seulement en France, mais partout où votre compagnie opère. À cet instant, la porte de la salle s'ouvrit, et M. Bernard entra, sa présence imposante emplissant l'espace. Ses cheveux argentés brillaient sous les néons, et sa cravate en soie rouge semblait presque défier l'atmosphère austère. Bernard, l'homme d'affaires qui avait soutenu Antoine pendant le vol, avait insisté pour être présent. « Messieurs, madame, dit-il, sa voix grave résonnant avec une autorité naturelle, j'ai des contacts dans les médias parisiens, et je peux vous assurer que cette histoire est déjà en train de faire des vagues. Si vous pensez que cela va s'éteindre discrètement, vous vous trompez. » Dupont pâlit légèrement, échangeant un regard inquiet avec l'avocate. Bernard s'assit, croisant les bras, un sourire discret mais menaçant aux lèvres. Le public mérite de savoir comment une compagnie qui se vante de son excellence peut laisser une femme mourir par négligence. Pendant ce temps, à l'extérieur de l'hôpital, Julien, le jeune journaliste, peaufinait son article. Assis dans un café du quartier, une tasse d'espresso intacte devant lui, il relisait la vidéo qu'il avait tournée à bord du vol 127. Les images étaient crues, implacables. Le visage pâle de Sophie, l'intensité d'Antoine, la froideur de Lefebvre face à une urgence évidente. Julien tapa frénétiquement sur son ordinateur portable, rédigeant un texte qui accompagnait la vidéo, déjà téléchargée sur une plateforme de médias sociaux. Une femme en détresse, un chirurgien héroïque, un pilote indifférent, l'histoire du vol 127, écrivait-il, ces mots soigneusement choisis pour capturer l'indignation qu'il ressentait. Il avait contacté plusieurs rédactions parisiennes, et l'une d'elles, un journal national connu pour ses enquêtes percutantes, avait déjà manifesté son intérêt. Julien savait que cette histoire allait au-delà d'un simple incident. Elle touchait à des questions de justice, de préjugés et de responsabilité. En publiant la vidéo, il alluma une mèche qui allait bientôt exploser. Quelques heures plus tard, les réseaux sociaux s'embrassèrent. Des extraits de la vidéo circulaient, accompagnés de hashtags comme #Justice pour Sophie et #Honte à la compagnie. Les témoignages des autres passagers du vol, partagés sur Twitter et Instagram, amplifiaient l'histoire. Une femme, qui s'était levée pour soutenir Antoine, écrivit « J'ai vu un homme se battre pour sauver sa femme pendant que l'équipage l'ignorait. C'est inacceptable. »
Un autre passager, un jeune cadre, posta. Le commandant Lefebvre a traité cette urgence comme une gêne. Honte à lui. Les médias traditionnels s'emparèrent rapidement de l'affaire, avec des titres comme Un chirurgien sauve sa femme malgré l'indifférence d'un pilote et Vol 127, quand de l'arrogance met une vie en danger. Les journaux parisiens, toujours prompts à dénoncer les injustices, publièrent des éditoriaux cinglants, tandis que les chaînes de télévision invitaient des experts pour débattre des protocoles d'urgence dans l'aviation. Bernard, fidèle à sa parole, utilisa ses contacts pour s'assurer que l'histoire reste sous les feux des projecteurs. Il appela un vieil ami, rédacteur en chef d'un magazine influent, et lui transmit les détails, insistant sur l'importance de ne pas laisser la compagnie étouffer l'affaire. De retour à l'hôpital, Sophie ouvrit les yeux pour la première fois depuis plusieurs jours. Sa voix était faible, mais son sourire, bien que fragile, illuminait la pièce. « Antoine », murmura-t-elle, sa main cherchant la sienne. Il se pencha vers elle, ses yeux s'embuant malgré lui. « Je suis là, mon amour », répondit-il, sa voix tremblante d'émotion. « Tu as réussi, tu es toujours avec moi. » Sophie, encore sous l'effet des médicaments, esquissa un sourire. « Tu as causé tout un scandale, n'est-ce pas ?» plaisanta-t-elle faiblement. Antoine rit doucement, un son mêlé de soulagement et d'épuisement. « Peut-être un peu, mais je l'ai faite pour toi. » Claire, l'ancienne infirmière qui avait assisté Antoine à bord, entra dans la chambre, un bouquet de lys blancs à la main, une touche typiquement française pour souhaiter un prompt rétablissement. « Vous nous avez tous impressionnés, docteur Laurent, » dit-elle, son regard empreint de respect. « Et vous, Sophie, vous êtes une vraie guerrière. » Sophie sourit, touchée par la gentillesse de Claire. « Merci, » murmura-t-elle. « Sans vous, je ne serais peut-être pas là. » Claire secoua la tête, modeste. « C'était votre mari. Il ne vous a jamais lâché. » Antoine, mal à l'aise avec les compliments, changea de sujet. « Claire, vous avez été essentielle. Si vous voulez, je peux vous mettre en contact avec des collègues pour améliorer les formations médicales dans l'aviation. » Claire hocha la tête, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Je suis partante. Il est temps que les choses changent. » Quelques semaines plus tard, la pression publique devint intenable pour la compagnie aérienne. Une conférence de presse fut organisée dans un hôtel élégant du 8e arrondissement où le PDG, un homme aux tempes grisonnantes et à l'air solennel, prit la parole devant une foule de journalistes. Antoine était assis dans le public, son visage impassible, ses mains croisées sur ses genoux. À ses côtés, Bernard, toujours impeccablement vêtu, observait la scène avec un mélange de satisfaction et de méfiance. Julien, installé au premier rang avec son badge de presse, filmait l'événement, prêt à capturer chaque mot. Le PDG, conscient des caméras, parla d'une voix mesurée. « Nous regrettons profondément les événements survenus à bord du vol 127. Bien que notre équipage ait suivi les directives en vigueur, il est clair que ces directives ont échoué à répondre aux besoins urgents de cette situation. À compter d'aujourd'hui, nous mettons en place une formation obligatoire pour tout notre personnel sur les protocoles d'urgence médicale, avec un accent particulier sur la priorité absolue donnée à la sécurité des passagers. » Un murmure d'approbation parcourut la salle, mais Antoine resta immobile, son regard fixé sur le PDG. Puis celui-ci ajouta, son ton plus ferme. « De plus, le commandant Pierre Lefebvre n'est plus employé par notre compagnie. Nous tenons notre personnel au plus haut standard, et son échec à agir de manière appropriée ne correspond pas à nos valeurs. » Les mots tombèrent comme un verdict, et un silence lourd s'installa. Antoine tourna la tête, croisant le regard de Lefebvre, qui se tenait à l'écart, près d'une sortie de secours. L'ancien commandant, le visage pâle et les épaules voûtées, semblait écrasé par le poids de la condamnation publique. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Antoine, et pendant un instant, une lueur de ressentiment passa dans son regard, vite remplacée par une résignation amère. Antoine ne détourna pas les yeux, son expression inébranlable, un message silencieux. Justice avait été rendue.
Après la conférence, Antoine sortit dans l'air frais du soir, les lumières de Paris scintillant autour de lui. La Seine, à quelques rues de là, reflétait les réverbères comme des étoiles tombées sur l'eau. Il sortit son téléphone, où un message de Sophie l'attendait. « Rentre vite, je suis fier de toi. » Un sourire doux, presque imperceptible, se dessina sur ses lèvres. Il rangea son téléphone et marcha vers le métro, ses pas plus légers qu'ils ne l'avaient été depuis des semaines. Sophie, désormais en convalescence à la maison, retrouvait peu à peu ses forces. Leur appartement du Marais, avec ses hautes fenêtres donnant sur une cour fleurie, était redevenu un havre de paix. Chaque soir, ils s'asseyaient ensemble sur leur petit balcon, sirotant un verre de vin rouge, regardant les passants déambuler dans les rues pavées. « On a gagné, n'est-ce pas ?» demanda Sophie un soir, ses yeux brillants sous la lumière des lampions. Antoine serra sa main, son regard perdu dans le sien. « Oui, mais ce n'est pas seulement pour nous. C'est pour tous ceux qui pourraient se retrouver dans cette situation. » Sophie hocha la tête, un sourire triste mais résolu aux lèvres. « Tu as toujours été un combattant, mais cette fois, tu as changé quelque chose de plus grand. » L'histoire d'Antoine et Sophie devint un symbole, un cri de ralliement pour ceux qui refusaient de laisser l'indifférence triompher. Claire, inspirée par leur lutte, collabora avec des experts médicaux pour développer des programmes de formation pour les équipages aériens, s'assurant que les urgences médicales soient traitées avec la gravité qu'elles méritent. Julien, grâce à son article et à la vidéo virale, vit sa carrière décoller, devenant une voix respectée dans le journalisme d'investigation. Bernard, fidèle à son rôle de catalyseur, continua d'utiliser son influence pour maintenir la pression sur l'industrie aérienne, s'assurant que les réformes promises soient mises en œuvre. À Paris, où les idéaux de justice et d'égalité sont chéris, leur histoire résonna comme un appel à l'action, un rappel que même dans les cieux, l'humanité doit prévaloir. Antoine et Sophie, main dans la main, savaient que leur combat avait laissé une empreinte durable, non seulement dans leur cœur, mais dans le monde entier. L'histoire d'Antoine Laurent et de Sophie Dubois dans Tempête en plein ciel est bien plus qu'un récit dramatique à bord d'un avion, c'est une parabole puissante sur la résilience, la justice et la lutte contre l'indifférence et les préjugés. En tant que Français, où les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité sont gravées dans l'âme collective, ce récit résonne profondément, touchant des cordes sensibles qui nous rappellent l'importance de l'humanité dans un monde souvent dominé par des règles rigides et des hiérarchies. À travers cette analyse, je souhaite partager mes réflexions sur les émotions que cette histoire suscite et les leçons qu'elle nous enseigne, applicables à notre vie quotidienne, tout en restant ancrées dans la perspective culturelle française, où la réflexion philosophique et l'engagement social sont des piliers. Tout d'abord, l'histoire d'Antoine et Sophie évoque une émotion universelle, l'angoisse face à l'impuissance. Lorsque Sophie souffre d'une crise cardiaque à des milliers de mètres d'altitude et qu'Antoine, malgré son expertise de chirurgien, se heurte à l'indifférence du commandant Pierre Lefebvre, on ressent une frustration viscérale. Cette situation reflète une réalité que beaucoup d'entre nous, en France, reconnaissent. Le sentiment d'être ignoré ou sous-estimé à cause de préjugés, qu'ils soient raciaux, sociaux ou autres. Sophie, femme noire dans une cabine de première classe, est confrontée à des regards et des sous-entendus qui questionnent sa place. Ce n'est pas seulement une question de racisme explicite, mais de ces micro-agressions subtiles, si familières dans une société où l'élégance et la politesse peuvent masquer des jugements profonds. En tant que Français, nous valorisons l'idée d'une société égalitaire, mais cette histoire nous rappelle que les préjugés persistent, même dans les sphères les plus sophistiquées. La douleur d'Antoine, voyant sa femme souffrir tout en luttant contre un système qui le méprise, est une douleur que beaucoup peuvent comprendre, que ce soit face à une bureaucratie inflexible ou à une injustice personnelle. Une autre émotion forte suscitée par cette histoire est l'admiration pour le courage d'Antoine. En France, où l'image de l'intellectuel engagé ou du héros discret est célébrée, Antoine incarne une figure de résistance. Il ne se contente pas de sauver sa femme avec son savoir médical. Il défie l'autorité du commandant, un symbole de pouvoir, avec une détermination calme mais inébranlable.
Cette attitude reflète une valeur française profonde. La capacité à s'opposer à l'injustice, même au risque de perturber l'ordre établi. Les Français admirent ceux qui, comme Antoine, osent parler vérité au pouvoir, rappelant les grandes figures historiques comme Émile Zola, avec son « J'accuse ». L'intervention des passagers, comme Bernard et Claire, renforce cette idée d'une solidarité collective, un thème cher à la culture française, où l'union face à l'adversité est vue comme une force. Leur soutien, passant de murmures hésitants à une clameur unie, montre que l'indignation partagée peut renverser les barrières. Les leçons tirées de cette histoire sont nombreuses et applicables à notre vie quotidienne. Premièrement, elle nous enseigne l'importance de l'empathie active. Antoine ne se contente pas de ressentir la douleur de Sophie, il agit, utilisant ses compétences pour la maintenir en vie et sa voix pour exiger justice. Dans notre société française, où les débats sur l'égalité et l'inclusion sont constants, cette leçon est cruciale. Combien de fois avons-nous été témoins d'une injustice, au travail, dans les transports, dans la rue, et choisi de détourner le regard par peur de causer un scandale? L'histoire nous rappelle qu'agir, même au prix d'un inconfort, est essentiel pour défendre ce qui est juste. Comme Antoine, nous devons apprendre à utiliser nos compétences, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, pour faire une différence, que ce soit en soutenant un collègue marginalisé ou en dénonçant une injustice dans notre communauté. Deuxièmement, l'histoire souligne l'importance de la persévérance face à l'adversité. Antoine ne baisse pas les bras, même lorsque le commandant Lefebvre rejette ses demandes. Cette ténacité est une qualité admirée en France, où les luttes sociales, des grèves aux manifestations, font partie intégrante de l'identité nationale. Appliquée à la vie quotidienne, cette leçon nous encourage à ne pas abandonner face aux obstacles, qu'il s'agisse de défendre nos droits, de surmonter une difficulté personnelle ou de pousser pour des réformes dans nos institutions. L'exemple d'Antoine, qui transforme une tragédie personnelle en un mouvement pour changer les protocoles aériens, nous inspire à voir nos combats individuels comme des opportunités de changement collectif. Enfin, l'histoire met en lumière le pouvoir de la solidarité. Les passagers, initialement spectateurs passifs, deviennent des alliés grâce à l'élan créé par Antoine, Claire et Bernard. En France, où la notion de fraternité est un pilier républicain, cette dynamique est particulièrement résonante. Elle nous rappelle que nos voix, lorsqu'elles s'unissent, peuvent faire plier même les institutions les plus rigides. Dans nos vies, cela signifie chercher des alliés, qu'il s'agisse d'amis, de collègues ou de voisins, pour amplifier nos efforts. Que ce soit pour organiser une action communautaire, soutenir une cause sociale ou simplement aider quelqu'un dans le besoin, la solidarité transforme l'individu en force collective. En conclusion, Tempête en plein ciel n'est pas seulement une histoire de survie. C'est un appel à l'action, un miroir tendu à notre société pour nous interroger sur nos valeurs et nos responsabilités. Elle nous pousse à réfléchir à la manière dont nous réagissons face à l'injustice, à l'indifférence ou à la souffrance d'autrui. En tant que Français, fiers de notre héritage de justice et d'humanisme, nous devons tirer de cette histoire la force de nous lever, de parler et d'agir, même lorsque cela semble difficile. Chaque geste compte, chaque voix peut changer le cours des choses. Alors, si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré à réfléchir à votre propre rôle dans la lutte pour un monde plus juste, je vous invite à agir dès maintenant. Aimez cette vidéo pour montrer votre soutien, partagez-la pour faire entendre cette histoire, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres récits inspirants, et laissez un commentaire pour partager vos réflexions. Avez-vous déjà été témoin d'un acte de courage face à l'injustice? Racontez-nous. Ensemble, faisons en sorte que des histoires comme celle d'Antoine et Sophie continuent d'inspirer et de transformer le monde.